merci aux organisateurs de cette invitation. Alors j'avoue que lorsque j'ai été contacté par Antonio Casilli, j'avais une idée préconçue assez forte et totalement fausse des réseaux pro-ANA ou Anamia. J'avais le modèle dont j'entendais parler, notamment par des associations qui luttent contre ce réseau, et ce modèle était un modèle vertical dans lequel une personnalité ou quelques personnalités plutôt mal intentionnées, anorexiques elles-mêmes, chercheraient à convaincre de jeunes créatures fragiles et sensibles aux bienfaits de l'anorexie. Évidemment, ça ne fonctionne pas comme ça, Antonio nous l'a dit, et bien évidemment, ces réseaux fonctionnent sur un mode horizontal, sur un mode de témoignage, sur un mode d'échange, sur un mode d'interaction. Et j'ai découvert que le modèle vertical qui m'avait été proposé de ces espaces était évidemment un modèle qui correspondait ni à la réalité d'Internet, ni à la réalité de ces réseaux, en particulier Anamia. Alors, la deuxième chose que j'ai découverte en chemin, évidemment, c'est que, comme Antonio l'a très bien dit dans sa conclusion, ces réseaux sont un cas particulier d'un problème beaucoup plus général, qui est la manière dont les patients aujourd'hui abordent autrement leurs souffrances, leurs désirs, leurs maladies éventuelles et leur rapport au corps médical. C'est un élément parmi d'autres, je vous en donne quelques autres. Ce sont les malades qui continuent à ne pas poser de questions quand ils sont hospitalisés et que le médecin passe dans leur chambre, mais qui vont aussitôt après poser des questions au médecin par l'intermédiaire de leur boîte mail ou par l'intermédiaire de Facebook, s'ils sont arrivés à avoir le contact avec leur médecin par un ami d'amis sur le réseau Facebook. Ça peut être des patients qui vont chez le médecin en présentant non pas un symptôme, mais un diagnostic, parce qu'ils se sont fait leur diagnostic sur Internet. Et donc, pour moi, effectivement, les réseaux pro-ANA sont à mettre dans l'ensemble de ces bouleversements. C'est un élément parmi d'autres du changement global du paysage autour de la santé, de la souffrance, de la maladie et du désir, parce qu'évidemment, le désir est très présent dans tout cela. Alors, je vais successivement aborder rapidement quelques problèmes, 4 problèmes qui me paraissent recouper la question d'aujourd'hui. Tout d'abord, je dirais quelques mots du virtuel, parce qu'il existe un virtuel psychique avant d'exister un virtuel numérique, et j'insisterai là-dessus. Mais je parlerai du virtuel aussi parce que on verra que le problème de l'anorexique, c'est pas son rapport à son corps imaginaire, c'est son rapport à son corps virtuel. Donc, je m'emploierai d'abord à définir ce que j'appelle virtuel. Dans un deuxième moment, je dirai quelques mots des réseaux sociaux. Antonio en a déjà beaucoup parlé, mais je reprendrai les choses à ma manière pour vous introduire, dans un troisième temps, à la question de ce que j'appelle l'extimité, qui me paraît centrale dans toutes les pratiques de réseaux sociaux online, mais particulièrement dans le cas de l'anorexie. Et puis, pour terminer, on réenvisagera cette question du rapport au corps, justement, sous le jour du virtuel. Alors, tout d'abord, je voulais insister sur le fait qu'il existe un virtuel psychique avant un virtuel numérique. C'est très important de le comprendre, et d'autant plus quand on parle d'anorexie. Alors, qu'est-ce que c'est le virtuel? C'est pas l'imaginaire, c'est pas la réalité non plus. Comment ça se constitue? Alors, pour aller brièvement, mais pour prendre les choses quand même au début, le tout petit bébé. Quand le tout petit bébé vient au monde, il ouvre les yeux, il voit des couleurs, des formes en mouvement, et petit à petit, il se construit une représentation privilégiée d'une image qui est celle de sa mère. C'est pas encore un visage qui ressemble à ce que nous voyons des visages des gens qui nous entourent. Les yeux ont une grande importance, la bouche a une grande importance, mais quoi qu'il en soit, cette première représentation, il va pouvoir la voir, bien sûr, quand il voit sa mère, quand elle est devant lui, quand il la regarde, mais il va pouvoir avoir, bien sûr, très vite la mémoire de
cette représentation. Et donc, dans un premier temps, le tout petit va avoir cette image, soit en présence de sa mère, soit en l'absence de sa mère, et il ne va pas vraiment au début faire la différence. C'est ce qu'on appelle l'hallucination primitive. À certains moments, il a la représentation de sa mère en son absence, mais sur un mode hallucinatoire, comme si elle était présente pour de vrai. Et puis très vite, il fait la différence, hein, heureusement, et à ce moment-là, eh bien, il va utiliser la représentation qu'il a de sa mère pour essayer de la faire venir. Et puis très vite, il va s'apercevoir que quand elle vient, elle n'est pas forcément comme il l'attendait. Elle est peut-être pas, elle lui donne pas ce qu'elle l'attendait. Elle n'a pas la bouche en l'air, en train de sourire comme il l'attendait. Parfois, elle a la bouche en bas. Même parfois, il y a des vociférations qui sortent de sa bouche. Et donc, le bébé va très vite concevoir l'idée que, ma foi, les représentations qu'il a du monde, elles peuvent lui permettre d'appeler le monde, de savoir qu'est-ce qu'il en attend, mais elles peuvent lui permettre aussi de s'évader du monde. Et donc c'est comme ça que nous allons chacun constituer, dans les premiers mois de notre vie, deux registres parallèles. Le registre de l'imaginaire, hein, c'est tout ce que nous pouvons imaginer sans rapport avec le monde, mais qui peut nous consoler du monde. Hein. Le cinéma de fiction, le roman alimente largement notre imaginaire. Et puis nous allons aussi nous constituer un espace de représentation qui sont de l'ordre du virtuel. Ce sont les représentations qui nous permettent d'anticiper le monde en devenir, c'est-à-dire de nous préparer au monde, parce que nous avons une vague idée de la manière dont il évolue. C'est quand je suis arrivé ce matin, j'imaginais que la plateforme de la BNF ferait un merveilleux terrain pour des batailles des batailles de laser ball ou de choses comme ça, hein, ou de films d'aventure. Ça, c'est de l'imaginaire. En revanche, j'anticipais que j'allais rencontrer Antonio. Qu'est-ce qu'on allait se dire? Ça, c'était du virtuel. C'est-à-dire que le virtuel, c'est une anticipation, une préparation à l'insertion dans la réalité. Au contraire, l'imaginaire, c'est un espace parallèle. Et l'être humain, évidemment, va vivre avec plus ou moins de virtuel, plus ou moins d'imaginaire, mais quand on est totalement dans l'imaginaire, on est mal préparé au monde concret, hein, et il y a des gens qui sont toujours dans le virtuel et qui sont très peu dans l'imaginaire, mais bon... Ils peuvent être très bien adaptés, mais avoir un monde intérieur extrêmement pauvre. Donc nous avons ces deux registres et il ne faut pas les confondre. Alors le virtuel numérique, qu'est-ce qu'il fait? Le virtuel numérique, il va justement redoubler ses possibilités des représentations mentales. Et le virtuel numérique, alors soit ce qu'on appelle virtuel numérique, en fait il va pouvoir nourrir notre imaginaire, hein, c'est le monde de Harry Potter, le monde le monde des jeux vidéo offline, mais il va pouvoir aussi, le virtuel numérique, nous préparer à la rencontre réelle avec le monde. Et vous savez aujourd'hui que la plupart des objets très coûteux qui nous entourent, les avions, les voitures, eh bien tous ces objets sont d'abord fabriqués sous la forme de représentations qui sont soumises à des environnements virtuels. Donc c'est bien de la réalité virtuelle, mais on n'est pas du côté de l'imaginaire, elle est bien du côté de la préparation au monde concret. Donc vous allez voir tout à l'heure que cette distinction est importante parce que justement on peut se fabriquer un corps imaginaire. Si je vais sur World of Warcraft et que je décide que mon avatar est un tigre, je me fabrique un corps imaginaire dans World of Warcraft. Mais si je vais sur un site Proana et que je modifie, je réfléchis au meilleur éclairage pour mettre en évidence la saillie de mes clavicules, hein, eh bien, je me fabrique un corps virtuel, c'est-à-dire le corps auquel j'aspire. Hein. C'est extrêmement différent. Alors, quelques mots maintenant, je vais vous dire quelques mots dans un deuxième temps du fonctionnement des réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux, c'est vrai que pour beaucoup de gens, ça a été un ovni, hein, c'était un truc qu'on n'attendait pas. Mais en fait, là encore, de la même manière que le virtuel numérique ne fait qu'amplifier, redoubler le virtuel psychique, les réseaux sociaux ne font que prendre en relais des désirs qui ont toujours existé chez l'être humain. Alors c'est quoi ces désirs? C'est le désir qu'on ne m'oublie pas. Hein, on a tous
tous envie qu'il y ait des gens qui pensent à nous. Ben, il y a eu une époque où, pour que les gens, quand je tenais vraiment à quelqu'un et j'avais envie qu'il ne m'oublie pas, je lui envoyais une lettre le matin, une lettre l'après-midi, parce que c'était l'époque où il y avait deux passages du facteur. Donc le facteur remettait à la personne dont je voulais qu'elle ne m'oublie pas, le facteur passait lui remettre une lettre le matin, puis une lettre l'après-midi. Donc j'en écrivais 2 par jour. Mais je voulais que cette personne ne m'oublie pas. Alors avec les réseaux sociaux, c'est différent. Hein. On a moins maintenant le désir qu'une seule personne ne nous oublie pas. On a beaucoup plus le désir qu'un groupe, une communauté, un grand nombre de gens pensent à nous. Alors peut-être pas toute la journée, hein, comme à l'époque où on envoyait une lettre le matin, une lettre l'après-midi à la même personne, mais si chacun pense à moi un peu, quelques minutes, quelques secondes, ben, mis bout à bout, ça fait beaucoup. Alors, bon, évidemment, il y a des gens qui vous diront que la quantité remplace la qualité, mais bon, c'est pas sûr, hein, voilà, c'est pas sûr, parce que parmi ces gens, il y en a qui peuvent penser à moi quelques minutes, mais avec beaucoup d'intensité. Donc, en tout cas, c'est l'idée qu'on ne m'oublie pas, qu'il y ait toujours quelqu'un qui pense à moi, parce que on en a besoin, surtout dans des moments difficiles. Alors le deuxième désir qui est à l'œuvre dans les réseaux sociaux, qu'on trouve évidemment dans les réseaux pro-ANA, c'est valoriser ses expériences personnelles du monde. Il y a des esprits chagrins qui ont dit aussi les réseaux sociaux, c'est le monde de l'égoïsme, de l'individualisme, etc. Non, si je veux faire profiter toute la communauté des internautes des recettes de tarte aux prunes que m'a apprises ma grand-mère, c'est de l'altruisme. Si je veux que tous les gens qui se déplacent de Paris à Marseille en voiture connaissent la position des radars cachés par la police, c'est une position altruiste. Donc les réseaux sociaux, ben, c'est mes expériences du monde. Alors évidemment, ça va beaucoup plus loin. C'est si j'écris, c'est mon blog, c'est la musique que je peux composer, c'est les poèmes que je peux écrire, et c'est les métamorphoses de mon corps. J'ai envie de valoriser ces métamorphoses de mon corps. Je m'impose une discipline à mon corps. Alors je me fais les muscles, au contraire, je me fais des côtes creuses, mais je pense que ça a une valeur, et donc je veux le montrer au monde entier, et j'attends du monde entier qu'il le reconnaisse. Mais en même temps, il y a l'idée qu'on va pouvoir maîtriser la relation avec les autres. Si je rentre en contact avec les gens dans la réalité, vous savez, il y a un certain nombre de formules de politesse d'entrée, il y a des formules de politesse de sortie. On ne peut pas aborder les gens dans la rue en leur disant et pour aller à la BNF. Non, on dit bonjour, excusez-moi, est-ce que vous pouvez m'indiquer? Donc il y a une formule d'entrée. Et quand la personne nous a dit, ben, vous allez tout droit, là c'est le grand bâtiment, ben, vous dites merci beaucoup, bonne journée. Voilà. Alors que sur les réseaux sociaux, vous savez comme moi, on peut y entrer sans formule de politesse, on peut en sortir, hein, on peut interrompre la communication à tout moment. Alors, on peut dire éventuellement que la machine a bugué, qu'il n'y a plus de réseau, ce qu'on fait avec le téléphone mobile. Hein. Alors, c'est vrai, des fois, il n'y a plus de réseau, puis des fois, on en a marre. Alors, on coupe, on dit, ben, je m'excuse, mais il n'y a plus de réseau. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas ce qui s'est passé, peut-être qu'il n'y a plus de réseau. Donc, les réseaux sociaux, ce qu'on appelle les réseaux sociaux, ils offrent aussi une possibilité extrêmement forte, hein, nouvelle, mais qui correspond à un désir qui a toujours existé chez l'être humain, c'est le désir de pouvoir arrêter une conversation, une rencontre quand on en a envie. Quand j'étais petit, ma maman m'emmenait beaucoup marcher avec elle, et puis quand elle en avait marre de parler avec quelqu'un, parce qu'elle aimait bien parler avec les marchands, elle disait « mais excusez-moi, j'ai laissé ma soupe sur le feu, il faut que je rentre vite ». C'était pas vrai du tout, et après elle allait voir éventuellement quelqu'un d'autre, elle reprenait une autre conversation, mais il y avait cette idée qu'elle avait le désir de pouvoir arrêter à tout moment, de pouvoir maîtriser, elle commençait à parler quand elle avait envie, elle voulait pouvoir s'arrêter de parler quand elle en avait envie, elle avait inventé la soupe sur le feu. Donc maintenant, on invente d'autres choses, mais c'est toujours l'idée, avec les réseaux sociaux, on va pouvoir arrêter la communication quand on le veut. Et puis, dernière caractéristique des réseaux sociaux, après le fait qu'on ne m'oublie pas, après le fait de valoriser ses expériences du monde, après le fait de maîtriser hein, l'entrée et la sortie, ben, il y a le fait de pouvoir se cacher et se montrer à volonté. Et ça, évidemment, ça va nous introduire au désir d'extimité. Alors, il y a une idée très importante là aussi que ma formation sur laquelle ma formation de pédopsychiatre me permet d'insister, c'est que le désir de se montrer est antérieur chez l'être humain au désir de se cacher. Hein. On l'oublie souvent. On l'oublie souvent parce que c'est comme ça qu'on a parlé d'exhibitionnisme par rapport à Love Story, et c'est comme ça qu'on parle d'exhibitionnisme parfois au sujet des réseaux sociaux. C'est oublier que le désir de se montrer est antérieur chez l'être humain au désir de se cacher. Le petit bébé n'a aucun désir de se cacher.
Il ne cesse pas de se montrer. Il écarquille les yeux pour voir le monde, et dès qu'il en a la possibilité, il se montre. Et vous savez d'ailleurs qu'un peu plus tard, vers 3, 4, 5 ans, les enfants adorent se promener tout nus. Ils adorent montrer leur intimité. Ils sont très contents. Et ils font irruption toujours quand on les attend pas, et de préférence tout nus. Ça leur fait toujours très plaisir. Ils adorent se montrer. Donc le désir de se montrer est antérieur au désir de se cacher, qui apparaît dans un deuxième temps. Et à quoi correspond à ce désir de se montrer? Ce désir de se montrer correspond au désir de se faire reconnaître, de se faire identifier. Voilà qui je suis, dites-moi que j'existe, parce que si vous ne me dites pas que j'existe, je n'existe pas. Et en même temps, derrière cette quête d'existence, cette quête de reconnaissance, eh bien, c'est évidemment une quête identitaire. C'est-à-dire, dites-moi que j'existe, reconnaissance d'existence, et dites-moi qui je suis. C'est évidemment la stratégie du tout petit bébé qui ne cesse pas d'attendre de sa maman qu'elle fonde son identité en lui disant qui il est. Tu es mon bébé adoré, c'est merveilleux. Si tu es l'horrible créature que je ne désirais pas, évidemment, tout va très mal. Mais donc il y a cette attente extraordinaire du bébé et qui va continuer à nous habiter toute la vie. C'est pour ça que nous passons notre temps à nous montrer. C'est pas de l'exhibitionnisme, c'est une quête identitaire organisée par le regard que l'autre ou les autres portent sur nous. Parce que l'invention d'Internet a fait apparaître quelque chose d'extraordinaire, c'est la possibilité d'augmenter le nombre de nos interlocuteurs. Dans la vie quotidienne, quand on est enfant, on a affaire à son papa, sa maman, quelques frères et sœurs, et heureusement beaucoup de copains qui nous renvoient chacun un regard différent sur nous, du moins il faut l'espérer, et donc on en choisit un privilégié et on décide qu'on a un bon copain, une bonne copine. C'est pas quelqu'un avec lequel on s'entend forcément mieux qu'avec les autres, parce qu'on n'arrête pas de se disputer, mais c'est quelqu'un qui me renvoie de moi l'image que j'attendais. Et puis avec Internet, on va pouvoir multiplier les regards sur soi, et donc d'où l'idée d'augmenter le nombre des interlocuteurs. Je me fais maigrir dans mon coin où je veux devenir comme Monsieur Muscle, ni mon papa ni ma maman ne peuvent rien comprendre à ça, mais sur Internet, je vais quand même rencontrer des gens qui peuvent valoriser cette posture. Donc pouvoir se cacher, se montrer à volonté, et c'est évidemment ce qui introduit au désir, ce que j'ai appelé le désir d'extimité en 2001 par rapport à l'émission Love Story, c'est-à-dire ce désir d'extimité, c'est simplement le désir de montrer des parties de son intimité, alors psychologique ou anatomique, avec le désir de les faire reconnaître, en les faisant reconnaître, de les faire authentifier par les autres. Alors c'est pas de l'exhibitionnisme parce que il y a toujours une prise de risque. L'exhibitionniste, c'est un cabotin répétitif, c'est quelqu'un qui ne montre de lui que des choses qu'il sait pouvoir scotcher les interlocuteurs. En revanche, dans le désir d'extimité, il y a une prise de risque. Je montre des choses de moi dont je ne suis pas certain du tout de la valeur, et c'est pour ça que je vais faire une mise en scène, parce que justement, je ne veux pas courir le risque d'être rejeté à travers des choses que je prends le risque de montrer de moi, et j'y tiens, et je crains justement que peut-être les autres ne le reçoivent mal, donc d'où l'idée d'une mise en scène. Et donc d'où l'idée du quatrième aspect des choses, parce que je vois que l'heure tourne, quatrième aspect des choses que je voulais vous évoquer, la mise en scène du corps sur ces réseaux dont on parle aujourd'hui. Cette mise en scène du corps est une mise en scène, évidemment, Antonio nous l'a dit, d'un corps modifié qui peut être modifié par l'éclairage, par Photoshop, par toute autre manière. Mais l'idée, en tout cas, c'est de mettre en scène pour l'anorexique, son corps tel qu'elle le rêve, son corps tel qu'elle le rêve, mais c'est pas son corps imaginaire, c'est pas comment dire, c'est pas le corps, c'est le corps possible, voilà, c'est pas le corps rêvé comme dans Ma vie nocturne, c'est le corps possible, c'est au sens au corps virtuel, le corps en devenir, le corps tel que je pense que je pourrais y arriver, mon corps désiré, pas mon corps imaginaire. Voilà, donc toutes ces choses pour vous inviter à aborder ces problèmes sans idée préconçue. Je crois que ce qui est intéressant dans le thème de cette journée, enfin moins pour moi, c'est que c'est vraiment un domaine dans lequel il y a tellement de bêtises qui ont été dites que ça peut au moins permettre de s'en débarrasser pour appréhender les choses autrement. Voilà, donc merci Antonio, merci aux organisateurs.